Le temps avait changé pendant le souper, et la pluie commençait à tomber avec force. J'allais demander un parapluie lorsqu'une réflexion m'arrêta. Je serais un bien grand sot, me dis-je, d'aller vérifier ce que m'a dit un homme ivre. Peut-être, d'ailleurs, a-t-il voulu me faire quelques méchantes plaisanteries pour apprêter à rire à ces honnêtes provinciaux. Et le moins qu'il puisse m'en arriver, c'est d'être trempé jusqu'aux os et d'attraper un bon rhume. De la porte, je jetai un coup d'œil sur la statue ruisselante d'eau, et je montai dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couchai, mais le sommeil fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à cette jeune fille si belle et si pure abandonnée à un ivrogne brutal. Quelle odieuse chose, me dis-je, qu'un mariage de convenance. Un maire revêt une écharpe tricolore, un curé une étole, et voilà la plus honnête fille du monde livrée au Minotaure. Deux êtres qui ne s'aiment pas, que peuvent-ils se dire dans un pareil moment, que deux amants achèteraient au prix de leur existence? Une femme peut-elle jamais aimer un homme qu'elle aura vu grossier une fois? Les premières impressions ne s'effacent pas, et j'en suis sûr, ce monsieur Alphonse méritera bien d'être haï. Durant mon monologue, que j'abrège beaucoup, j'avais entendu force aller et venue dans la maison. Les portes s'ouvrir et se fermer, des voitures partir. Puis il me semblait avoir entendu sur l'escalier les pas légers de plusieurs femmes se dirigeant vers l'extrémité du corridor opposé à ma chambre. C'était probablement le cortège de la mariée qu'on menait au lit. Ensuite, on avait redescendu l'escalier. La porte de madame de Péréorade s'était fermée. Que cette pauvre fille, me dis-je, doit être troublée et mal à son aise. Je me tournai dans mon lit de mauvaise humeur. Un garçon joue un sot rôle dans une maison où s'accomplit un mariage. Le silence régnait depuis quelque temps lorsqu'il fut troublé par des pas lourds qui montaient l'escalier. Les marches de bois craquèrent fortement. Quel butor! M'écriai-je. Je parie qu'il va tomber dans l'escalier. Tout redevint tranquille. Je pris un livre pour changer le cours de mes idées. C'était une statistique du département ornée d'un mémoire de M. de Pérourade sur les monuments druidiques de l'arrondissement de Prades. Je m'assoupis à la 3e page. Je dormis mal et me réveillai plusieurs fois. Il pouvait être 5 heures du matin, et j'étais éveillé depuis plus de 20 minutes lorsque le coq chanta. Le jour allait se lever. Alors j'entendis distinctement les mêmes pas lourds, le même craquement de l'escalier que j'avais entendu avant de m'endormir. Cela me parut singulier. J'essayai, en bâillant, de deviner pourquoi M. Alphonse se levait si matin. Je n'imaginais rien de vraisemblable. J'allais refermer les yeux lorsque mon attention fut de nouveau excitée par des trépignements étranges auxquels se mêlèrent bientôt le tintement des sonnettes et le bruit de portes qui s'ouvraient avec fracas, puis je distinguai des cris confus. Mon ivrogne aura mis le feu quelque part, pensai-je en sautant à bas de mon lit. Je m'habillai rapidement et j'entrai dans le corridor. De l'extrémité opposée partaient des cris et des lamentations, et une voix déchirante dominait toutes les autres. Mon fils! Mon fils! Il était évident qu'un malheur était arrivé à M. Alphonse. Je courus à la chambre nuptiale, elle était pleine de monde. Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le jeune homme à demi vêtu, étendu en travers sur le lit dont le bois était brisé. Il était livide, sans mouvement. Sa mère pleurait et criait à côté de lui. M. de Péréorade s'agitait, lui frottait les tempes avec de l'eau de Cologne, ou lui mettait des sels sous le nez. Hélas, depuis longtemps son fils était mort. Sur un canapé à l'autre bout de la chambre était la mariée, en proie à d'horribles convulsions. Elle poussait des cris inarticulés, et 2 robustes servantes avaient toutes les peines du monde à la contenir. Mon Dieu! M'écriai-je. Qu'est-il donc arrivé? Je m'approchai du lit et soulevai le corps du malheureux jeune homme. Il était déjà raide et froid. Ses dents serrées et sa figure noircie exprimaient la plus affreuse angoisse. Il paraissait assez que sa mort avait été violente et son agonie terrible. Nulle trace de sang, cependant, sur ses habits. J'écartai sa chemise et vis sur sa poitrine une empreinte livide qui se prolongeait sur les côtes et le dos. On eût dit qu'il avait été étreint dans un cercle de fer. Mon pied posa sur quelque chose de dur qui se trouvait sur le tapis. Je me baissai et vis la bague de diamant. J'entraînai M. de Péréorade et sa femme dans leur chambre, puis j'y fis porter la mariée. « Vous avez encore une fille, leur dis-je. Vous lui devez vos soins. » Alors je les laissai seuls. Il ne me paraissait pas douteux que M. Alphonse n'eût été victime d'un assassinat,
dont les auteurs avaient trouvé moyen de s'introduire la nuit dans la chambre de la mariée. Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction circulaire m'embarrassaient beaucoup pourtant, car un bâton ou une barre de fer n'aurait pas pu les produire. Tout d'un coup, je me souviens d'avoir entendu dire qu'à Valence, des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sable fin pour assommer les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt, je me rappelais le muletier Argonnet et sa menace. Toutefois, j'osais à peine penser qu'il eût tiré une si terrible vengeance d'une plaisanterie légère. J'allais dans la maison, cherchant partout des traces d'effraction, et n'en trouvant nulle part. Je descendis dans le jardin pour voir si les assassins avaient pu s'introduire de ce côté, mais je ne trouvai aucun indice certain. La pluie de la veille avait d'ailleurs tellement détrempé le sol qu'il n'aurait pu garder d'empreintes bien nettes. J'observai pourtant quelques pas profondément imprimés dans la terre. Il y en avait dans 2 directions contraires, mais sur une même ligne, partant de l'angle de la haie contiguë au jeu de paume et aboutissant à la porte de la maison. Ce pouvaient être les pas de M. Alphonse lorsqu'il était allé chercher son anneau au doigt de la statue. D'un autre côté, la haie, en cet endroit, était moins fourrée qu'ailleurs. Ce devait être sur ce point que les meurtriers l'auraient franchi. Passant et repassant devant la statue, je m'arrêtai un instant pour la considérer. Cette fois, je l'avouerai, je ne pus contempler sans effroi son expression de méchanceté ironique. Et la tête toute pleine des scènes horribles dont je venais d'être le témoin, il me semble avoir une divinité infernale, applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Je regagnai ma chambre et j'y restai jusqu'à midi. Alors je sortis et demandai des nouvelles de mes hôtes. Ils étaient un peu plus calmes. Mademoiselle de Puygarrigue, je devrais dire la veuve de M. Alphonse, avait repris connaissance. Elle avait même parlé au procureur du roi de Perpignan, alors en tournée à Ille, et ce magistrat avait reçu sa déposition. Il me demanda la mienne. Je lui dis ce que je savais et ne lui cachai pas mes soupçons contre le muletier Argonnet. Il ordonna qu'il fût arrêté sur-le-champ. « Avez-vous appris quelque chose de madame Alphonse » demandai-je au procureur du roi lorsque ma déposition fut écrite et signée. « Cette malheureuse jeune personne est devenue folle, me dit-il en souriant tristement. Folle, tout à fait folle. Voici ce qu'elle compte. Elle était couchée, dit-elle, depuis quelques minutes, les rideaux tirés, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit, et quelqu'un entra. Alors madame Alphonse était dans la ruelle du lit, la figure tournée vers la muraille. Elle ne fit pas un mouvement, persuadée que c'était son mari. Au bout d'un instant, le lit cria comme s'il était chargé d'un poids énorme. Elle eut grand-peur, mais n'osa pas tourner la tête. 5 minutes, 10 minutes peut-être. Elle ne peut se rendre compte du temps, se passèrent de la sorte. Puis elle fit un mouvement involontaire, ou bien la personne qui était dans le lit en fit un, et elle sentit le contact de quelque chose de froid comme la glace. Ce sont ses expressions. Elle s'enfonça dans la ruelle, tremblant de tous ses membres. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois et quelqu'un entra qui dit « Bonsoir, ma petite femme ». Bientôt après, on tira les rideaux. Elle entendit un cri étouffé. La personne qui était dans le lit à côté d'elle se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. Elle dit, et m'a répété 20 fois, pauvre femme, elle dit qu'elle a reconnu, devinez-vous, la Vénus de bronze, la statue de monsieur de Pérorade. Depuis qu'elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Mais je reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance, et probablement depuis quelques instants, elle avait perdu la raison. Elle ne peut en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle, elle revit le fantôme, ou la statue, comme elle dit toujours, immobile, les jambes et le bas du corps dans le lit, le buste et les bras étendus en avant, et entre ses bras son mari, sans mouvement. Un coq chanta. Alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre et sortit. Madame Alphonse se pendit à la sonnette, et vous savez le reste. On amena l'Espagnol. Il était calme et se défendit avec beaucoup de sang-froid et de présence d'esprit. Du reste, il ne nia pas le propos que j'avais entendu. Mais il l'expliquait, prétendant qu'il n'avait voulu dire autre chose, sinon que le lendemain, reposé qu'il serait, il aurait gagné une partie de paume à son vainqueur. Je me rappelle qu'il ajouta
Un Aragonais, lorsqu'il est outragé, n'attend pas au lendemain pour se venger. Si j'avais cru que M. Alphonse eût voulu m'insulter, je lui aurais sur-le-champ donné de mon couteau dans le ventre. » On compara ses souliers avec les empreintes de pas dans le jardin. Ses souliers étaient beaucoup plus grands. Enfin, l'hôtelier chez qui cet homme était logé assura qu'il avait passé toute la nuit à frotter et à médicamenter un de ses mulets qui était malade. D'ailleurs, cet Aragonais était un homme bien famé, fort connu dans le pays, où il venait tous les ans pour son commerce. On le relâcha donc en lui faisant des excuses. J'oubliais la déposition d'un domestique qui, le dernier, avait vu M. Alphonse vivant. C'était au moment qu'il allait monter chez sa femme, et, appelant cet homme, il lui demanda d'un air d'inquiétude s'il savait où j'étais. Le domestique répondit qu'il ne m'avait point vu. Alors M. Alphonse fit un soupir et resta plus d'une minute sans parler. Puis il dit « Allons, le diable l'aura emporté aussi. » Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamant lorsqu'il lui parla. Le domestique hésita pour répondre. Enfin, il dit qu'il ne le croyait pas, qu'il n'y avait fait au reste aucune attention. « S'il avait eu cette bague au doigt, ajouta-t-il en se reprenant, je l'aurais sans doute remarqué, car je croyais qu'il l'avait donnée à Madame Alphonse. » En questionnant cet homme, je ressentis un peu de la terreur superstitieuse que la déposition de Madame Alphonse avait répandue dans toute la maison. Le procureur du roi me regarda en souriant, et je me gardai bien d'insister. Quelques heures après les funérailles de M. Alphonse, je me disposais à quitter Illy. La voiture de M. de Pérourade devait me conduire à Perpignan. Malgré son état de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'à la porte de son jardin. Nous la traversâmes en silence, lui se traînant à peine, appuyé sur mon bras. Au moment de nous séparer, je jetai un dernier regard sur la Vénus. Je prévoyais bien que mon hôte, quoiqu'il ne partageât point les terreurs et les haines qu'elle inspirait à une partie de sa famille, voudrait se défaire d'un objet qui lui rappellerait sans cesse un malheur affreux. Mon intention était de l'engager à la placer dans un musée. J'hésitais pour entrer en matière quand M. de Pérourade tourna machinalement la tête du côté où il me voyait regarder fixement. Il aperçut la statue et aussitôt fondit en larmes. Je l'embrassai et, sans oser lui dire un seul mot, je montai dans la voiture. Depuis mon départ, je n'ai point appris que quelques jours nouveaux soient venus éclairer cette mystérieuse catastrophe. M. de Pérourade mourut quelques mois après son fils. Par son testament, il m'a légué ses manuscrits, que je publierai peut-être un jour. Je n'y ai point trouvé le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus. P.S. Mon ami M. de P. vient de m'écrire de Perpignan que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Pérourade fut de la faire fondre en cloche. Et, sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église d'Illy. Mais, ajoute M. de P., il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Illy, les vignes ont gelé 2 fois.